Donc ils ont essayé de déstabiliser, comme ils ont fait d'ailleurs en Tchétchénie, hein, je veux dire, les Américains étaient derrière les islamistes pour foutre le bazar en Tchétchénie. C'est pas la Russie qui a décidé de tuer des Tchétchènes, hein. Je veux dire, quand on voit le leader tchétchène, quand on voit la Tchétchénie, enfin j'ai encore vu il y a pas très très longtemps une vidéo sur la capitale de la Tchétchénie, c'est flambant neuf, ils ont tout reconstruit. Enfin, et le leader tchétchène en est profondément reconnaissant vis-à-vis de Poutine. Ce qui n'était pas le cas, comme par hasard, d'Eltsine qui était dans la poche des Américains qui lui bombardait les Tchétchènes. Voilà. Mais ça n'a pas empêché que les États-Unis ont fomenté des attentats et des troubles islamistes en Tchétchénie. Parce que c'était une manière de ouvrir un front asymétrique contre la Russie, l'affaiblir, quoi. Voilà. Ou utiliser cet événement-là pour faire passer la Russie pour être une dictature sanglante qui tue des gens sans état d'âme, etc. Toujours la même. Toujours la même sauce, hein, ça marche toujours, hein, enfin de moins en moins quand même, parce qu'à un moment donné, à force d'utiliser les mêmes recettes, si tu veux, les gens sont quand même pas stupides au point de se dire, au bout de 10 fois, s'ils utilisent les mêmes ficelles, ça finit par se voir, hein, quand même. Hein. Ouais, au bout d'un moment, Voilà, au bout d'un moment, il y a des gens qui comprennent. Hein, et là, le problème, c'est que les États-Unis, il y a eu la crise de 2008, hein, ça a été une violente raclée sur le plan financier. Les États-Unis ont utilisé, c'est les seuls à pouvoir le faire puisque le dollar est devenu une monnaie internationale, pas seulement depuis Bretton Woods, mais du fait des pétrodollars aussi. Et ce qui fait qu'ils ont utilisé la planche à billets à tour de bras pour essayer de juguler leur déficit abyssal. Ce déficit essentiellement provoqué par les guerres, par le paiement des soldes, par l'achat des soldes de soldats, par le paiement de matériel militaire très sophistiqué mais très coûteux. Donc tout ça, c'est toutes les interventions militaires, tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent. Et ils essayaient de se refaire sur la mariée dépouillée. Une fois qu'ils l'ont attaqué, tu vois, une fois qu'ils l'ont déshonoré, ils la dépouillent. Avec le pétrole en Irak, tu vois, ils exploitent le pétrole à la place du pays. Enfin, la Libye, c'est pareil. Alors, juste petite explication pour vous qui nous écoutez. Quand on parle de pétrodollar, en fait, c'est simplement parce que depuis, alors je sais jamais les dates exactes, hein, mais dans les années 1970, en fait, le dollar a le été... choc pétrolier de Voilà. 1973. Voilà, en fait, le dollar a été n'est plus en rapport avec l'or. Hein, Absolument, c'est ça, a été détaché de l'or. Oui. Depuis 1971, je crois. Absolument. Et du coup, pour malgré tout donner un poids à cette monnaie qui n'en avait plus, elle a été rattachée au baril de pétrole avec l'Arabie Saoudite, Ouais, des accords avec les Saouds pour. C'est une demande, c'est un plan d'Henry Kissinger, ça, qui est allé voir les Saouds en disant voilà, on protège votre pays militairement, Voilà. et vous engagez en fait à vendre, acheter votre pétrole avec du dollar. Voilà. Ce qui fait que les gens sont obligés, les autres pays sont obligés d'acheter d'abord le dollar pour pouvoir acheter du pétrole. Voilà. Voilà. Donc ça permet de garder une suprématie avec cette monnaie absolument, qui ne vaut absolument plus rien. Elle vaut absolument plus rien, absolument, puisque à force d'utiliser la planche à billets, mais on le voit de toute façon, hein, il y a des calculs qui ont été faits sur la valeur du dollar depuis un siècle. Voilà. Et oui, merci. Et depuis un siècle, et qu'est-ce qu'on voit effectivement que le dollar a considérablement perdu de sa valeur. Et donc ce qui se passe, c'est que les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation très 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 critique sur le plan financier. Et que ça se voit à la façon dont ils sont agressifs vis-à-vis des autres nations qui représentent une certaine autonomie, une certaine indépendance de politique militaire, énergétique, financière. Et à un moment donné, à force de s'attaquer des tout petits pays, ils ont laissé en fait la Russie remonter la pente. Et la Russie redevient à nouveau menaçante, mais d'une manière considérable pour les États-Unis. C'est plus l'Irak qui décide de vendre son pétrole en euros, donc de se séparer du dollar. C'est la raison de la guerre d'Irak, hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Quand Saddam Hussein a dit bah non, moi maintenant je vais le vendre en euros, il s'est repris une guerre de. C'est plus la foudre.
Voilà, en 2003, les fameuses armes de destruction massive que personne n'a jamais vues, hein. Euh, il s'est repris une guerre à cause de ça. Et c'est pareil pour la Libye avec Voilà. Kadhafi, Qui voulait qui voulait le l'Afrique, dirham, hein, le dirham et le voilà, dinar. et puis qui voulait surtout, il avait plein de projets pour le Oui, continent africain, hein, absolument. que ce soit pour les satellites ou quoi, il avait plein de Oui, projets pour sortir l'Afrique de cette misère. absolument. Et, Absolument. et ça plaît pas à certains. Et Ah bah là, en ce moment, là, apparemment, bah, sous réserve, mais apparemment, il y a des documents qui ont été authentifiés qui impliqueraient Sarkozy dans le financement de sa campagne électorale par des fonds libyens donnés par Kadhafi. Donc d'un côté, on le reçoit sur le tapis rouge, et puis on lui fait la grande messe. Et puis dès qu'il est plus dans le sens du vent, eh ben on le jette comme un malpropre. Et puis, Oui, c'est ça. hein. Ouais, ouais. Mhm. Ouais. Ils veulent s'en débarrasser. Il est trop indépendant, il est trop africain, etc., etc. Donc toutes ces choses-là fait que bon, les États-Unis se sont pas franchement dérangés en violant on s'appelle Les droits les internationaux. résolutions de l'ONU. Oui. Hein, faut pas oublier que la Libye, à la base, au départ, c'était juste une interdiction de vol au-dessus de la ville de Benghazi, et que très rapidement, la France, je crois qu'il y avait l'Italie, l'Angleterre et les États-Unis ont bombardé le reste du pays. Hein, ils n'ont pas fait la résolution, allez hop, on passe outre et on y va. Hein. Et ils n'ont pas fait long, ça n'a pas duré 15 jours, hein, ça n'a pas duré 2 mois, 3 mois, c'est tout de suite, tout de suite. Dès qu'ils ont eu l'autorisation, plouf, ils ont foncé et paf, c'est tout le monde qui a pris. Hein. Tout le monde en Libye a pris. Voilà, Voilà. donc pour éclaircir un petit peu en fait, hein, donc dans les journaux traditionnels, ils nous bassinent avec les droits de l'homme, avec la laïcité, avec plein de mots qui évoquent dans nos consciences des choses en se disant bah, c'est bien, ce sera plus humain, ils seront mieux, machin, tout ça. Il faut savoir qu'à l'époque, la Libye c'était un pays laïque. Hein, Ah oui, oui, absolument. ils avaient un confort de vie Ah bah, extraordinaire. C'était le niveau de vie pratiquement le plus élevé en Afrique. en Afrique. Hein. Donc il y Il avait aidait beaucoup de pays et grâce à l'aide qui promulguait, enfin, aux aides grâce au pétrole, hein, ils vendaient du pétrole, donc avec les bénéfices, en fait, il aidait considérablement évidemment sa propre population, mais une partie de cet argent-là servait aussi à aider une partie des populations qui se trouvaient autour de la Libye. Et cette aide-là n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il y a tant de déstabilisation, parce que les gens n'ont plus l'argent pour vivre, et ça devient des foyers de déstabilisation. Alors ça, c'était voulu à mon avis, parce que ça permettait de justifier qu'on envoie l'armée française ou l'armée US occuper Mali, le terrain, machin. voilà, et soumettre un peu plus l'Afrique à une espèce de colonisation, enfin retour de la colonisation d'une manière primaire, hein, quand même, parce que C'est ça. la colonisation secondaire, c'est la colonisation politique, c'est-à-dire qu'on fait élire des pantins et On leur dit quoi faire. voilà, on leur dit quoi faire, et les gens ont l'impression d'être libres et décolonisés, en fait, c'est pas le cas. Alors que là, quand on fait intervenir l'armée, c'est que là, ça commence à devenir. Là, c'est pratiquement identique à ce que c'était, à ce qu'était la colonisation au tout début. Alors, en aparté, pour revenir ensuite à l'histoire de l'Ukraine. Il faut savoir que évidemment toutes ces armées-là, elles sont pas là-bas pour rien. Elles sont pas là-bas pour rien. Parce que depuis quelques années, la Chine essaye de garantir ses approvisionnements en matières premières et surtout énergétiques, et qu'elle est très très douée pour présenter à des pays africains, je dirais, des contrats de fourniture de routes, de ponts, etc., qui sont très concurrentiels par rapport à tout ce qui est présenté, par exemple, par la France ou par les Occidentaux. Moi, je me rappelle cette histoire de pont en Côte d'Ivoire, où à l'époque de Gbagbo, avant qu'il le dépose, les Français avaient présenté la facture qui s'élevait à je ne sais plus combien. Et les Chinois sont arrivés derrière et ils présentaient une facture 2 fois moins élevée. Et donc les Ivoiriens se sont dit pourquoi on achèterait On va à la France. pourquoi on, voilà pourquoi Non, on...
Et c'est en partie la raison aussi pour laquelle Gbagbo a été déposé, hein. C'est parce que il commençait à faire une politique réellement indépendante pour son pays, comme Kadhafi, hein. Et bah, voilà, ça a pas plu du tout, hein, parce que les oligarques français là-bas, ils se gavent, hein. Donc ils voulaient plus arrêter de se gaver. Pour faire une petite généralité, si vous voulez, c'est simplement dès qu'il se passe une intervention, hein, parce que j'aime bien ce mot, ils disent souvent intervention, c'est pas une intervention, c'est des bombardements, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que le ou les dirigeants des pays concernés ont voulu s'émanciper et ont voulu se passer d'une soi-disant aide des pays tels que la France ou Oui. les États-Unis. Voilà, donc il se passe toujours quelque chose à partir du moment où il y a... Même financière, hein, à Ouais. partir du FMI. Voilà. C'est-à-dire que si les pays n'ont pas de dette, Mm. ils sont pas contrôlables quelque part. Mm. Donc il faut les endetter. Et pour ça, ils s'arrangent pour déstabiliser le pays, ce qui fait que le pays est obligé de s'armer ou de réparer les dégâts. Il crée des dettes. Mm. Donc après, il faut financer les dettes. Voilà. Le FMI arrive avec le nez en farine en disant on peut On vous est là, nous. financer, voilà. Mm. Mais attention, il faut que vous fassiez telle ou telle chose sur votre économie. Mm. Et là, c'est fini, quoi. Mm. Une fois que tu as le FMI Là, une fois dans qu'il y a ton le pied dedans, jardin, après, voilà. t'as juste une chose à faire, c'est que si tu veux t'en débarrasser, tu lui mets un coup de pompe dans les fesses, quoi, si tu veux, hein. Sinon, c'est comme les limaces avec les salades, t'en as partout, hein. Le FMI se met partout, hein. Ouais. Voilà, et il détruit une économie comme ça. C'est ça le problème, hein. Ouais, complètement. C'est ça le problème. Complètement. Donc les États-Unis se sont attaqués à ces pays-là, qui étaient des petits pays, donc qui avaient osé en fait contester la suprématie des États-Unis, qui avaient osé présenter, je dirais, un front indépendant un peu trop impétueux, un peu trop impertinent, tu vois. Mais là, c'est la Russie. Là, c'est pas du tout le même calibre, hein. Non, C'est pas du tout le même calibre. Alors, tu as d'un côté les Russes qui ont remonté la pente, et de l'autre des États-Unis qui financièrement sont en train de couler. Oui. Et donc là, la question c'est... Bah, c'est là où tout se joue, hein. C'est que les Américains Voilà. sont sur la pente descendante, alors que les Russes avec la Chine et puis le Brésil, enfin, Voilà, plein- ils sont vraiment sur une phase ascendante et Voilà. il y a un rapport de force qui est en train de se qui est en jouer, train là. de s'inverser. Mm. Et c'est la grande panique aux États-Unis parce qu'un certain nombre d'acteurs américains sont des criminels de haut niveau. Des types qui font passer Jacques l'Éventreur pour un saint. Et c'est ça le pire, hein. Et ces types-là, ils savent très bien que si une justice internationale réellement indépendante, donc non contrôlée par les institutions américaines, se met en place, ils ont toutes les chances de finir la corde au cou. Donc les mecs, on leur dit c'est simple, hein, tu utilises l'arme nucléaire pour te défendre, pour éviter de tomber entre les mains de cette justice-là, ou alors t'es pendu, qu'est-ce que tu fais? Bah les mecs, ils vont pas hésiter deux sauvent secondes, leur hein. peau, hein. Ils sauvent leur peau. Ils essayent de sauver leur peau. C'est d'ignobles crétins, d'ignobles crapules, d'ignobles assassins. Mais c'est des types qui vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser attraper. On va pas les avoir comme ça, hein. Ouais, c'est sûr. On va pas les dénicher avec une tarte aux pommes et un jus de fruits, hein. Ça c'est clair, hein. Ouais. Donc Quand on est capable de faire du trafic d'organes ou des choses comme ça, oui. Et puis ça montre un peu le niveau de la saloperie de toute façon. ah bah en Afghanistan, ils s'amusent à faire du trafic d'opium, hein. Jamais il y a eu autant d'opium en Afghanistan que depuis que les Américains ont attaqué le pays au lendemain des attentats du 11 septembre, hein. Ouais. Donc si tu veux, tout ça c'est parce que ça finance la CIA, hein. La CIA finance ses activités par la traite des blanches, l'esclavage et la drogue, hein. C'est connu, hein. Donc ça peut pas être une organisation charitable, hein, ça Non. c'est clair, hein. Non, Donc non. faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent nous caresser dans le sens du poil, ces gens, hein. Donc voilà, ça veut dire que les Américains, les États-Unis sont dans une situation très critique, extrêmement critique sur le plan financier. Et là, ils vont arriver à un bloc, parce que maintenant ils les ont provoqués, ils ont titillé, donc maintenant c'est devenu un bloc, hein, le bloc américain, pas américain, Sino-russe. sino-russe, et qui est très dangereux pour sa suprématie. Donc là, ils utilisent l'arme financière, pardon. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que
ce qui s'est passé, c'est par exemple les Chinois et les Russes se mettent à acheter énormément d'or physique, parce qu'ils savent que les Américains ont créé de l'or papier en quantité industrielle. Tout ça pour la spéculation, enfin bref. Donc ils ont acheté de l'or physique, en partie évidemment pour protéger leur monnaie, mais aussi en partie pour faire descendre le dollar, pour plomber le dollar. Et ils ont même racheté, je crois qu'ils ont même racheté la bourse d'or à Londres, exprès pour ça d'ailleurs. Et, euh, et donc ils sont pris en panique parce que quand l'or monte, le dollar baisse. Donc c'est la suprématie du dollar qui prend un coup dans les gencives. Hein. Donc ils font tout pour empêcher que l'or monte. Et là, comme la guerre en Ukraine n'a pas eu le résultat escompté pour les Américains, parce que là c'est une défaite, hein, je veux dire, ils ont perdu la Crimée, ça c'est réglé comme du papier à musique, maintenant on n'en parle plus, sauf s'ils l'attaquent. Là par contre c'est comme s'ils attaquaient la Russie, hein, donc ça sera pas fait tout de suite, hein, parce que là c'est le coup de masse, hein, direct. Hein. Ils essayent d'écraser la partie est du pays sous les bombes, hein. Ils veulent tuer tout le monde là-bas. Il l'a dit, hein. Il l'a dit, hein. Non, puis c'est une défaite sur à tous les niveaux, de toute façon. Hein, Oui, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Ukraine c'est à côté de l'Allemagne, l'Allemagne c'est à côté de la France. Je veux dire, on peut pas être, comment je dirais. Oui, on peut pas être à l'abri des éclaboussures. Hein. Voilà. Ah oui, non, c'est clair. Ça c'est clair. Et surtout qu'on est partie prenante, c'est-à-dire que on est en train de soutenir un pouvoir illégitime, putschiste, néo-nazi, qui massacre des civils dans l'est du pays. Enfin, je veux dire, quand on est français un minimum responsable et un minimum conscient des choses, on peut pas accepter que notre pays, nos gouvernants, s'amusent à soutenir un pouvoir politique qui tue son propre peuple. Parce que à la base, la population de l'Est de l'Ukraine n'aurait pas décidé de faire un référendum si on ne l'avait pas provoqué, s'il n'y avait pas eu de putsch, et si on n'avait pas décidé de s'en prendre à eux. Le simple fait de décider qu'ils ne puissent pas parler le russe, enfin c'est ça les provocations, quoi. Ils auraient voulu que les gens, à l'Est de l'Ukraine décident de se séparer du reste de l'Ukraine, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Je veux dire... Je me demande même dans quelle mesure ils n'ont pas cherché à faire ça. C'est à ce point-là. Alors maintenant, les Américains, ils constatent que, grosso modo, l'hiver arrive et qu'une offensive militaire en hiver en Ukraine, il y a eu des précédents. Hein. Ça s'est plutôt mal passé. Hein. Il y a Napoléon. Hein, qui s'est retrouvé les bottes dans la neige, ça lui a pas fait plaisir du tout. Ça lui a pas réussi. Ça a donné un nom très connu aujourd'hui que peu de monde connaît dans sa définition. Ça s'appelle la Bérésina. Hein, voilà, la Bérésina et puis la retraite de Russie donc. Hein, et puis la défaite, la défaite de l'armée allemande sur le front de l'Est. C'est d'ailleurs ce qui a en grande partie vaincu. Il y a aussi, il faut le dire. Hein, l'hiver a joué un rôle déterminant dans le ralentissement des opérations militaires du Troisième Reich en URSS. Hein. C'est évident que le climat fait. Voilà. Quand ils sont arrivés en fin 41, aux portes de Moscou, ils étaient essoufflés parce que l'hiver, l'équipement allemand n'était pas étudié pour résister à des températures aussi basses, alors que le matériel russe, ça y allait tranquille, hein, c'était sans problème, quoi. Et là, ils ont été surpris, ils se sont fait raboter les doigts de pied méchants dès qu'ils sont arrivés aux portes de Moscou. Évidemment, les Russes sentaient que ça allait sentir mauvais s'ils laissaient les nazis encore avancer. Mais bon, l'hiver a donné vraiment un coup d'arrêt. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on s'approche de l'hiver. Dans quelques jours, les premières neiges vont arriver. Les opérations militaires vont être très difficiles. Hein. Très très difficiles. D'abord parce que il fait très froid. Très très froid. Hein. Ça peut descendre à moins 30. Moins 40 certains hivers, hein. Ça pince violent. Hein. C'est pas le même hiver qu'ici. Hein. Ah non, hein, ça n'a rien à voir. Alors qu'en Crimée, plus au sud, il fait plutôt doux pendant ces périodes-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de la nomenclatura soviétique à l'époque allait passer ses petites vacances d'hiver en Crimée, parce que c'était plus agréable. C'est un petit peu le même type de choses qui arrivent quand les Québécois arrivent en hiver. Ils vont faire un petit tour à Miami pendant toute la période froide et puis ils remontent aussi... Dès que c'est plus chaud, ils remontent au Québec. C'est le même truc, quoi.
Mais en Ukraine, les opérations militaires risquent de partir sérieusement en vrille, au désavantage total de Kiev, Oui. qui est dans une situation financière catastrophique. Il est même pas certain que Kiev voit l'année 2015. Hein. Sur le plan financier, ils ont du mal à se payer le gaz. Il faut bien comprendre qu'ils ont tellement de problèmes financiers. Déjà, ils n'ont pas payé leur facture de gaz, mais c'est qu'ils ont volé du gaz aux pays européens qui les soutenaient sur le plan politique contre la Russie. C'est ça le plus grave. Parce que tout le gaz, une grande partie du gaz européen qui est distribué à plusieurs pays européens passe par l'Ukraine. Donc l'Ukraine, si tu veux, l'Ukraine a intercepté du gaz qui était destiné à d'autres pays pour sa pomme. Voilà, donc c'est du vol. Hein. Alors après, comment ils vont se débrouiller entre eux? Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu défends un pays qui te vole ton gaz. À un moment donné, si tu veux, c'est quand même un peu bizarre comme attitude. Moi, je soutiendrai pas très longtemps ce genre de pays, en fait. Hein. Sauf si j'ai les États-Unis derrière qui me dit t'as intérêt à le soutenir, sinon on te fait des attentats, on te fait un Maïdan et puis on te fait virer du pouvoir. Comme c'est en train de se produire d'ailleurs en ce moment en Hongrie, hein, ça fait erreur. Hein. Il y a un Maïdan là en ce moment qui est en train de. Viktor Orban là. Ouais, Viktor Orban il veut bien du South Stream, du South Stream qui est un autre acheminement de gaz, mais cette fois en évitant l'Ukraine par le sud, en passant par l'Hongrie, etc. Et lui, il est pour, alors que les Américains veulent absolument pas que ce tuyau soit installé. Parce que ils utilisent l'Ukraine comme un moyen d'emmerder les Russes à ce niveau-là, quoi. Donc, les opérations militaires vont passer un sale quart d'heure pour Kiev cet hiver. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent la gomme là ces derniers jours, ces dernières heures. Alors quand je dis ils mettent la gomme, ça veut dire qu'ils assassinent, parce que comme ils voient pas les résistants qui sont bien planqués, bien, tu vois, ils ont fait des tranchées, ils sont bien protégés des bombardements. Ouais. Donc les mecs ils se sont dit bon, il faut bien qu'on tire sur quelque chose. Bah, c'est les civils qui prennent, voilà, des gamins et des chités, des femmes, des enfants, des petites filles, des petits garçons qui voient leur baraque détruite. On a encore une vidéo où on voit un gamin et sa petite sœur pleurer parce qu'ils n'ont plus rien, plus rien. Et l'hiver arrive. L'hiver, ils vont aller où? Ils savent pas. Et donc c'est ça que provoquent en fait les armées de Kiev. Et le problème, c'est que Washington est furieux parce qu'il n'arrive pas à obtenir le résultat de ces investissements. Les 5 milliards, hein, c'est un fonds perdu maintenant presque. Hein. La Crimée leur échappe définitivement, sauf s'ils attaquent la Crimée, mais là c'est la Russie qui répond. Là ça va pas faire dans la dentelle, hein. Je peux vous le dire. Hein. Là c'est clair. Hein. Là je peux vous garantir que ça va pas faire dans la dentelle. Hein. Alors il continue en attendant sur l'est de l'Ukraine, mais le compteur tourne aux États-Unis, c'est-à-dire que le système financier s'effondre. Et la Chine est en train de s'isoler, ils sont en train de créer une autre banque équivalente au FMI, à la Banque mondiale, ils se découpent le maximum du dollar, tu vois. Et donc à un moment donné, tout ça a des conséquences énormes sur les finances américaines. Et les Américains sont allés voir les Saoudiens en disant maintenant il faut mettre le paquet. Les Russes, en dessous de 100 $ le baril, ça leur coûte de l'argent, ils gagnent plus de fric et tout. Donc maintenant vous allez baisser le prix du baril. Il faut que vous produisiez beaucoup plus de pétrole. Donc les Saoudiens ont commencé à ouvrir les robinets. Et là on a un baril de pétrole qui est même en dessous de 80 $. Hein. Et tout ça c'est de la guerre, ni plus ni moins de la guerre économique. Hein. C'est pas parce que les tensions augmentent. Je veux dire, il y a quelques mois, quand les tensions augmentaient, le pétrole, il partait à la hausse. Hein. Ouais. Là, il baisse. La seule explication, c'est qu'en fait, les Américains ont demandé aux Saoudiens d'ouvrir les robinets. Ils vendent beaucoup plus de pétrole, donc le pétrole, il baisse. Et ils font ça pour piéger l'Iran et piéger la Russie. Mais évidemment, les Chinois sont dans la danse parce qu'ils savent très bien que après que les Américains se soient pris à la Russie, ils vont s'en prendre à la Chine. Oui. Donc la Chine, elle rentre dans la danse et comme par hasard, on voit l'or remonter. Donc si l'or remonte, le dollar baisse. Logique, hein. Et donc après, le rouble il remonte. C'est cette histoire de vases communicants, hein, c'est des vases communicants, et tout ça c'est de la guerre financière, jusqu'au moment où les États-Unis
Et c'est un constat qui est fait là, hein, juste au moment où les États-Unis vont se rendre compte que tout ça ne sert à rien, que les États-Unis, que la Russie et la Chine ne s'aident pas et ne s'affaiblissent pas. Ouais. Et qu'est-ce qui Ouais. va rester aux États-Unis comme option? La guerre. La guerre. Il va rester, au bout d'un moment, il va rester. La guerre. Euh, Et c'est pour ça que moi je parlais tout au début de la Syrie, parce que c'est pour moi, à mon avis, L'élément déclencheur. l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, puisque Kiev n'arrive pas à assujettir l'Est de l'Ukraine, qui résiste de mieux en mieux. Alors, je vais faire une aparté avant de parler de la Syrie. Il y a beaucoup de gens qui disent les Russes aident militairement les séparatistes de l'Est de l'Ukraine. C'est en grande partie faux. Et je l'ai déjà écrit sur mon profil Facebook, et je vais expliquer pourquoi. Je te fais une petite. Excusez-moi. Oui, Tu veux voir quelque chose? oui, je veux bien, oui. Oui. Donc je vais continuer. Alors, je l'ai expliqué sur mon profil Facebook. Les Russes n'aident pas militairement en fait les séparatistes de l'Est de l'Ukraine pour une raison extrêmement simple. Et il faut avoir des connaissances militaires, il faut avoir été militaire durant l'Union soviétique pour le savoir, et un militaire de haut rang. Et d'avoir des relations d'anciens militaires haut placés de l'état-major de l'Union soviétique pour le savoir. Et donc, comme chacun sait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide a commencé entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et chaque état-major a essayé d'étudier les différents comment je dirais, scénarios possibles d'invasion de l'Europe par l'Union soviétique d'une part, ou d'une attaque de l'OTAN contre l'Union soviétique d'autre part. Et en particulier pour ce qui concerne les Russes, ils ont étudié donc une attaque de leur pays par l'OTAN. Et ils se sont rendus compte très rapidement que si l'OTAN attaquait, d'abord elle préviendrait pas, hein, ça prendrait un certain temps, et en partie d'ailleurs à cause du fait qu'il y a des réseaux du style Stay Behind qui ont été activés en Ukraine, et qui empêcheraient donc l'acheminement du matériel militaire sur le front. Moscou, l'état-major russe s'est rendu compte, soviétique s'est rendu compte qu'il mettrait un certain temps avant d'acheminer le matériel de combat nécessaire aux troupes en contact direct avec les troupes de l'OTAN. Donc ils ont cherché une autre solution, et cette solution, contrairement à ce que c'est une information, j'arrive pas à remettre la main dessus, je l'ai partagée très, très souvent, mais j'ai pas réussi à la retrouver. C'est Valentin Vassilescu, qui est un ancien lieutenant-colonel ou colonel de l'armée de l'air roumaine, qui explique en fait que les Russes ont pris la décision en fait d'enterrer à divers endroits de ce qui pourrait devenir le front en fait entre l'OTAN et l'Union soviétique à l'époque, d'enterrer de l'armement. Alors, comme disait Vassilescu, à l'OTAN, quand ils font une base, ils mettent des miradors autour, des barbelés, ils mettent comment ça s'appelle, des gardes. Donc ça se voit à 10 km à la ronde, hein. Tout le monde sait qu'il y a un truc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher très, très longtemps pour savoir qu'il y a un truc ici, hein. Les Russes ont pris le parti totalement inverse, c'est-à-dire que très discrètement, ils cherchaient un endroit où ils pourraient enterrer leur armement, et ils faisaient ça le plus discrètement possible, et ils mettaient des armements dans des grottes ou dans des endroits qui étaient creusés dans le sol ou dans la roche, etc. Et ils enfermaient en fait des munitions sous vide, des canons, des chars, des choses comme ça, des munitions, des mitraillettes, tout ça, tout l'armement nécessaire. Ils l'enfermaient dans des caches, un peu partout, tout le long du front supposé qui pourrait se produire si l'OTAN attaquait. Et donc ces trucs-là étaient ensuite enterrés. Donc il n'y avait pas besoin de mirador, il n'y avait pas besoin de grillage, personne pour le garder. Caché. Personne avait idée d'aller creuser 5 mètres de Fouiller, terre voilà. ou 6 mètres de terre, et puis ensuite retrouver un mur de béton qui empêche l'accès en fait de la grotte dans laquelle se trouve tout cet armement-là. Il n'y avait pas besoin de surveillance. À partir du moment où c'était secret, personne ne savait qu'il y avait des choses ici.
Et donc, à un moment donné, quand les séparatistes, après avoir saisi tous les stocks d'armes qui étaient officiels de l'armée ukrainienne, qui étaient donc officiels au tout début de l'affrontement, ils se sont retrouvés en disant bon, les vieilles pétoires, enfin tout est parce que ça a au moins 25 ans d'âge, hein, les armes russes là-bas en Ukraine. Hein. Ouais. Et donc, à un moment donné, les Russes ont dit comment on peut faire pour les aider sans produire de preuves qui pourraient être utilisées par les Américains pour nous accuser d'aider en fait les séparatistes. Et là, les vieux généraux, enfin je pense, ou alors les nouveaux qui étaient au courant de cette affaire-là, ont dit ah ben nous on a une solution. Hein. Il y a des armements planqués dans des grottes, dans des caches partout en Ukraine. Il y en a en Biélorussie, il y en a. Qui leur appartenait ou pas? Ah bah c'est de l'armement russe, soviétique, hein, d'accord. Donc et ils ont dit voilà, bah il y a tel cache ici, il y a tel cache là, tel cache. Donc après les séparatistes sont allés creuser et puis ils ont trouvé les armes. Et c'est ça, c'est ces armes-là. Hein. C'est ça, c'est ces armes-là que les séparatistes ont trouvées dans les caches. Heureusement. Et oui, et heureusement, et c'est pour ça qu'on croit aujourd'hui que c'est les Russes qui donnent de l'armement, qui aident en fait les séparatistes, alors que pas du tout. Ce sont des armes soviétiques que les séparatistes ont trouvées dans des grottes, dans des caches, que les soviétiques avaient créées à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire avant 1991, hein, donc ça date des années 80, 70. Donc à partir du moment où tu mets des munitions sous vide, tu sais, tu mets ça dans des boîtes de conserve avec l'intérieur du gaz rare, ce qui fait que ça s'oxyde jamais, il n'y a pas d'humidité. Les armes, tout ce qui est acier, tu mets du papier huilé, comme ça il n'y a pas d'oxydation. Et tu mets ça dans un endroit où il n'y aura pas d'humidité, tu vois, tout juste un peu de poussière. Ça peut durer très longtemps avant que l'armement commence à se détériorer. Hein. Donc tu peux avoir un armement qui peut en fait servir très très longtemps. Voilà, donc les séparatistes ont utilisé ces armes-là. Ce qui fait que au bout du compte, Kiev s'est rendu compte que la résistance était devenue beaucoup plus importante qu'elle ne le pensait. Ils se sont pris des raclés, hein, parce qu'en fait, ils sont rentrés dans le beurre. Hein. Ils sont rentrés comme dans du beurre, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, ils protégeaient pas leurs flancs. Quand ils envoyaient des chars, des colonnes de chars dans la zone où il y avait les séparatistes, ils protégeaient pas leurs flancs. Alors, ce qui fait que quand ils rentraient dans la zone séparatiste, les séparatistes les encerclaient. Et ce qui était un saillant devenait un chaudron. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement encerclés. Et là, les séparatistes n'avaient plus qu'à leur dire, mais écoutez Coco, vous êtes piégés hein, maintenant. Hein. Donc c'est soit on vous destroy jusqu'au dernier, soit vous laissez toutes vos armes et on vous laisse partir chez vous. Mais sans vos armes. Et donc, ils ont réussi à récupérer beaucoup d'armements avec des chaudrons comme ça. Celui de Krasny Luch, par exemple, où l'armée ukrainienne a essayé en fait d'isoler les séparatistes de la frontière russe. Ils n'y sont pas arrivés parce que justement il y a eu ce qu'on appelle les chaudrons. Ils se sont pris une raclée phénoménale à ce niveau-là. Heureusement qu'il y a cette organisation. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça. Ouais. Et donc ce qui fait que le programme américain d'assujettissement complet de l'Ukraine a échoué. Et qu'ils savent qu'avec la résistance farouche des séparatistes à l'est de l'Ukraine, c'est pas demain la veille qu'ils arriveront à s'emparer de toute la région. C'est cuit pour l'Ukraine, pour la Crimée, là c'est déjà clair, et c'est presque cuit pour l'est de l'Ukraine. Donc qu'est-ce qui reste? La Syrie. Il reste la Syrie. Il reste la Syrie, mais la Syrie jusqu'à présent, les Américains, les Saoudiens, les Qataris, les Français, les Anglais, les Israéliens ont fourni des armes, parce qu'on retrouve toutes ces armes-là entre les mains des terroristes. Hein. Alors, il suffit qu'ils quittent un lieu, ils laissent des armes en place, on voit qui les a fournis. Hein. Des erreurs de largage. Oui, les fameuses erreurs de largage, oui, c'est du flanc complet. Hein. Mais bon, ouais. On va dire qu'ils sont un peu ratés, ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, il leur a tellement fourni d'armes, si tu veux, que. D'ailleurs, c'était assez bien joué, hein, même si c'était totalement cynique. Hein, par exemple, de livrer du matériel américain aux troupes irakiennes dans le nord du pays,
en sachant que les Américains s'étaient arrangés avec des officiers irakiens pour que quand le Daesh attaque, ils se retirent. Donc le Daesh récupère les armes américaines. Ça évitait de les livrer directement et de peur qu'une caméra située dans le ciel prenne des photos en disant ah, les Américains ils fournissent directement des armes au Daesh. Ah non, 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 nous on a fourni des armes aux Irakiens, après ils se sont fait attaquer par le Daesh. Sauf que si tu regardes bien, les militaires irakiens ils se sont sauvés avant même que le Daesh arrive. Hein, donc si tu veux, il y avait des choses quand même qui n'étaient pas claires là-dessus. Hein. Donc le Daesh a commencé à reprendre le dessus parce qu'en fait depuis 3 ans, la Syrie se bat courageusement grâce au Hezbollah, grâce à l'armée arabe syrienne, grâce aux milices civiles hein, syriennes. Ils se battent tous contre cette espèce de glaucome de cafards terroristes qui s'en prennent à la Syrie depuis 3 ans. Mais ils sont en train de prendre la raclée. Donc, alors, au départ, il y avait l'État islamique, hein, ce qu'on appelle l'État islamique. J'ai l'impression qu'on m'entend pas très bien. Au départ, il y avait l'État islamique, et puis ils ont échoué. Il y a eu plusieurs tentatives, ils ont échoué, et du coup, le Daesh a été financé et est arrivé pour remplacer l'État islamique. Hein, non, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'il y a eu plusieurs groupes terroristes. Ils ont rameuté tous les abrutis, tous les mercenaires et compagnie. Ils ont tous aggloméré sous une pseudo-religion. Et ça n'a rien à voir avec l'islam, hein, quand tu vois ce qu'ils ont fait, c'est absolument abject. Hein. Les musulmans sont révoltés quand ils voient arriver ça. Hein, sur les photos, les vidéos, c'est un truc complètement hallucinant. Et donc pendant 3 ans, si tu veux, les services secrets américains, français, anglais, israéliens, saoudiens, turcs et compagnie, il y a pas mal de monde là-dessus. Hein. Ils ont essayé de déstabiliser au maximum la Syrie, mais la Syrie a repris du poil de la bête, et puis avec le temps, ils ont mis des raclées aux terroristes qui ont commencé à s'affaiblir. Et donc les Américains, ils ont pris peur. Ils se sont dit, nous, on voulait soumettre totalement la Syrie, on va pas y arriver. Et là, ils se sont dit, comment on va faire? Donc pendant que Assad était en train de s'occuper des terroristes que les Américains et compagnie avaient mis en place dès le départ, qui étaient en train de prendre la toise, en ce temps-là, ils entraînaient les djihadistes du Daesh en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Irak et en Turquie. Ils les entraînaient, ils les armaient, enfin voilà quoi. Et après, ils les ont lancés. Et les Américains ont fait des cris d'orfraie. Oh, mais c'est des djihadistes, encore des djihadistes, le Daesh et tout. Les fameuses vidéos où on voit le type soi-disant égorger un journaliste américain, d'accord? Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur internet, pas sur Facebook, parce que dès qu'ils voient la vidéo, les types de Facebook l'effacent parce que c'est tellement abominable. C'est des djihadistes qui exécutent en fait 17 soldats syriens en les égorgeant. Et là on voit vraiment les types se faire égorger. C'est absolument. Moi, j'ai refusé de la voir. J'ai une correspondante, une très bonne correspondante, qui m'a encouragé à aller la voir. Mais je lui ai dit non, je peux pas. Hein. C'est insoutenable. J'en ai vu quelques-unes. C'est absolument insoutenable. Et il y a des gens qui disent oui, mais en disant parce que en observant les vidéos des journalistes qui avaient été les journalistes américains qui avaient été égorgés, qui ont servi de prétexte aux États-Unis pour intervenir en Irak, parce que c'est ça en fait hein, ce qui s'est passé. Hein. C'est le prétexte qu'a utilisé les Américains pour venir en Irak. Et à un moment donné, ils lui coupent la tête et il n'y a pas de sang. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais le sang gicle pas toujours hein, quand on coupe la tête. Oui, effectivement, le sang ne gicle pas toujours quand on coupe la tête d'un type qui est déjà mort. Parce que si c'est un type qui est toujours vivant, le cœur, lui. Ça pisse. Non, mais parce que il faut avoir quelques notions de médecine quand même. Hein. Les gens, quand ils vont chez le médecin, qui se font prendre la tension, c'est quoi la tension? La tension, c'est la pression du sang. Quand la pression est trop faible, elle monte pas au cerveau, le sang monte pas au cerveau. Et donc, il y a des gens qui ont des étourdissements. D'accord? Donc, ça veut dire que constamment, le sang est soumis à une pression. Constamment. Et donc, quand tu fais de l'hypertension, c'est quoi? Bah, ça veut dire que le sang est trop violent, il arrive trop violemment dans les veines, et donc tu peux avoir des dégâts, des séquelles à l'intérieur du corps. Donc, quand quelqu'un est égorgé, le sang, s'il est vivant, quand on l'égorge, le sang il gicle, c'est obligé parce qu'il y a de la pression.
Le seul cas où le sang ne gicle pas, bah, je suis désolé, hein, c'est scabreux, hein, c'est abominable comme détail, mais c'est important de le savoir quand même pour faire la différence. C'est que quand quelqu'un est vivant, le sang gicle. S'il ne gicle pas, c'est que le type est déjà mort. Il y a pas, le type est vivant, le sang gicle pas. C'est soit le sang gicle, c'est parce qu'il était vivant, s'il gicle pas, c'est qu'il était déjà mort. Voilà. Et là, les 17 en question, le sang il gicle. Parce que c'est. Voilà. Quoi. Parce qu'ils sont vivants. Parce qu'ils sont vivants. Et donc, voilà. Et donc, ils ont justifié leur venue en Irak avec ces deux vidéos. Alors que quand on voit des vidéos réelles de djihadistes qui égorgent, on voit très bien la différence. Voilà. Et donc, ils ont justifié leur arrivée là-bas. Ils ont entraîné ces djihadistes. Et puis, il y en a un en particulier qui s'est avéré être en fait un membre du Mossad. Hein, un type qui porte une Rolex en prêchant la pauvreté avec un ventilateur dans le dos, puis qui dit voilà, on a créé le califat. Enfin, je veux dire, le musulman qui va tous les vendredis à la mosquée, qui est un religieux, il voit ça, il fait ça, c'est un calife. Enfin bon, c'est pas crédible un instant quoi. Et donc ils ont instrumentalisé le Daesh en lui faisant faire des horreurs, enfin, simulées ou réelles. Simulé à la télévision à mon avis par rapport aux journalistes et réel contre les soldats de l'armée arabe syrienne qui combattent réellement eux. Hein. C'est pas les États-Unis qui visent les poulaillers ou les toilettes des Bédouins. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est les Américains. Pourquoi est-ce qu'à Kobani, la petite ville là, qui était à la frontière avec la Turquie, a été si facilement enfoncée Enfin, maintenant, ils reprennent du poil de la bête, les Kurdes, tant mieux d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que le Daesh, pendant très longtemps, malgré les frappes entre guillemets des États-Unis, ils avaient autant d'efficacité? C'est parce qu'ils frappaient rien en fait. Ils frappaient rien. Il s'avérait que par exemple, enfin ça reste à vérifier, mais la rumeur était que la première frappe que les Français ont opérée en Irak, c'était sur des hangars vides. Alors évidemment, ça fait joli, tu sais, à distance, avec les caméras embarquées dans les avions, c'est en noir et blanc, mais on voit on voit un bâtiment, puis on voit un gros nuage. Ah, ça pète bien, ça fait des belles explosions. En réalité, il n'y a rien dedans. Ils nous amusent, hein. Ils nous amusent. Et ils font semblant, en fait, de frapper le Daesh. Et puis là, le discours, comme ça marche pas, parce que le problème, c'est que l'armée syrienne continue d'avancer, elle. Enfin, le problème pour les Américains. Pas pour l'humanité, finalement, au bout du compte. Hein. L'armée syrienne est en train de faire une très belle avancée du côté d'Alep. Et ils sont en train d'encercler, ils ont quasiment fini d'encercler la ville. C'est pour ça que d'après les rumeurs, il y a une quinzaine de milliers de combattants qui étaient à Alep qui se sont dérobés et qui ont fui en Turquie. Mais il y en a d'autres qui les ont remplacés. Enfin, je pense les plus cinglés ou les plus drogués au Captagon ou j'en sais rien. Enfin bref. Parce qu'ils utilisent des drogues pour... ça les rend zombies. Hein. Des drogues qui les rendent... la douleur disparaît. C'est des fous furieux après. Hein. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour s'en débarrasser, c'est leur couper la tête. C'est précisément les caractéristiques du zombie. C'est-à-dire que tu veux l'empêcher qu'il te mange, tu vois, qu'il te dévore, tu lui coupes la tête. Bah là, c'est presque ça, tu vois. Tu lui coupes la tête avec un sabre au combat, parce que sinon, le mec, même si tu mets 3 balles dans le ventre, ça suffira pas. Il va pas sentir la douleur, tu vois. Voilà, donc des monstres. C'est des monstres, c'est absolument des monstres. Et donc l'armée syrienne continue d'avancer, elle continue de faire de belles récupérations de territoire. Elle libère de plus en plus de terrain. Et là, les Américains, ils sont emmerdés parce qu'ils se disent, les Américains, je vais y arriver. Les Américains se disent, ils sont vachement emmerdés parce que du coup, leur plan, il va falloir qu'ils le mettent en route très rapidement parce que ça va foirer. Ça va foirer parce qu'une fois que les Syriens se seront débarrassés des anciens terroristes qui faisaient partie des premières vagues, il ne restera plus que le Daesh. Mais ils sont déjà en train de taper sur le Daesh. Hein. Les Syriens sont déjà en train de mettre des grands coups dans les gencives du Daesh. Hein. Donc là, les Américains, ils sont en train de se dire, notre prétexte, là, il est en train de fondre comme neige au soleil. On a intérêt à réagir vite. Et c'est pour ça que tout dernièrement, Obama a dit, il faut qu'on change de stratégie. Alors, c'est officieux, hein. Enfin bon, avec les fuites, on voit ce que ça donne.
Il faut que c'est hallucinant comme ils présentent les choses, mais quand on comprend l'objectif visé, on sait qu'ils sont capables de raconter n'importe quoi pour justifier de passer à l'acte. De toute façon, quand on cherche un prétexte, on trouve un prétexte. Donc, quand on a décidé d'aller jusqu'au bout, toutes les occasions sont bonnes à prendre. Hein. Alors là, le truc, c'est alors soi-disant, le fait qu'ils ne font que bombarder que le Daesh ne suffit pas. En gros, y a eu déjà des déclarations du fameux ministre des Affaires étrangères françaises, là, qui est copain comme cochon avec les néo-nazis ukrainiens et avec les djihadistes terroristes. Hein. Je pense qu'il y en a un qui va finir au tribunal international pour crimes de guerre et complicité de crimes de guerre. Ça va pas tarder d'ailleurs. Hein. Bon, enfin bref. C'est à ce moment-là, Obama a dit non, il faut la seule façon de vaincre le Daesh, c'est en fait également de s'attaquer à l'armée arabe syrienne. Et là, on a les clés de ce qui va arriver. On a les clés de ce qui va arriver parce que depuis le départ, depuis 3 ans, plus de 3 ans, qu'ils attaquent avec les djihadistes, qui sont des mercenaires en fait, hein, à la solde des intérêts américains, la CIA, des services secrets français, anglais, israéliens, turcs, qataris, saoudiens, etc. Depuis 3 ans, ils n'y arrivent pas. Donc, à un moment donné, eux, de leur côté, le système financier s'effondre. Il faut qu'ils aillent. Maintenant, ils ont plus de temps à perdre. Il faut qu'ils avancent. Sinon, c'est cuit. Et ils vont pas avoir de scrupules. Hein. Ils n'auront pas de scrupules. Ils vont utiliser toutes les armes pour ça. Et la dernière déclaration d'Obama qui date d'hier, c'était on enverra. Écoute bien, c'est du délire absolu. Hein. On enverra des troupes au sol quand le Daesh possédera des armes nucléaires. Pourquoi il dit ça? Je rappelle qu'avant qu'il intervienne militairement en bombardant par les airs le Daesh, Obama disait il est hors de question qu'on intervienne de quelque ordre que ce soit en Syrie ou en Irak. Jusqu'à ce que, comme par hasard, on assiste à plusieurs égorgements de journalistes américains. Et là, comme par hasard, oh bah non, on a décidé le contraire, en fait, on va intervenir. Et là, ils nous disent, oh ben non, de toute façon, là, Obama nous dit, de toute façon, moi, j'enverrai pas d'armes de militaires au sol, sauf si le Daesh a des armes nucléaires.